Bonjour Donia, merci de vouloir répondre à nos questions. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Donia, j'ai 22 ans, j'habite à Lyon. Je suis tunisienne, ça fait 5 ans que je suis en France. Et je suis étudiante en dernière année de master en journalisme. Donc là, il me reste même pas 2 mois et j'ai fini mes études, quoi. Donc je suis assez contente. Ok. Du coup, tu as fait toutes tes études en France ou tu as commencé un peu en Tunisie? J'ai fait toutes mes études à la fac en France, enfin à l'université en France. Et en fait, j'ai pas vécu toute ma vie en Tunisie, même si je suis 100% tunisienne et que toute ma famille est là-bas. J'ai juste vécu mes années de lycée et un peu quand j'étais petite. Donc ouais, j'y étais surtout entre 16 et 18 ans en fait. Mais sinon, avant, j'ai pas mal bougé. Donc j'ai grandi en Belgique, je suis passée par l'Allemagne, l'Espagne et après Ok, beau programme. Ça marche. Avant de rentrer dans le vif du sujet des règles, qui est notre sujet favori, moi, la Tunisie, c'est un pays que je connais pas du tout. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, enfin, voilà, nous décrire la Tunisie comme tu le souhaites? Oui, alors franchement, la Tunisie, c'est un pays. Enfin, forcément, je vais pas critiquer parce que je suis tunisienne, donc voilà, mais c'est vraiment un pays extrêmement riche, qui est vraiment qui a une grande diversité culturelle, historique et tout. Et d'un côté, ça me fait un peu mal au cœur quand les gens que je rencontre, ils me disent ah, je suis en Tunisie, mais je suis allée à Hammamet et tout. C'est vraiment des petites villes ultra touristiques. Et les gens, ils vont juste dans ces villes ultra touristiques, genre ultra balnéaires, où ils font que enfin, ils restent à l'hôtel, piscine, plage et basta, quoi. Donc, moi, ça me fait un peu de la peine, je dirais, parce que, enfin, ils ont même pas vu 1% de ce que c'est au final la Tunisie, hein. Je veux dire, t'as le désert quand même tout au sud de la Tunisie, c'est super beau. Tunis, c'est vraiment une ville ultra riche, cosmopolite et voilà. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses à visiter que juste des petites villes avec les hôtels 5 étoiles. C'est comme la République dominicaine avec Punta Cana, quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas juste ton hôtel all inclusive et tout. Non, faut pouvoir sortir, vraiment visiter le pays, quoi. Et aller à la rencontre des gens, surtout. Ça, c'est important. Ouais. J'imagine. Et les gens, ils sont plutôt ouverts. Enfin, tu dirais qu'ils sont dans le naturel plutôt ouverts vers les autres, vers, je sais pas, les étrangers Ouais. qui viendraient visiter le pays. Ultra accueillant, mais vraiment moi j'ai une amie qui est allée l'année dernière et elle y allait toute seule sur un coup de tête parce qu'au final c'est juste à côté, c'est même pas 2 heures d'avion et elle me disait mais dès que je sortais dans la rue enfin ça se voyait qu'elle était touriste, parce que c'était une touriste, donc les gens ils allaient vers elle, ils lui posaient des questions d'où elle venait, ils l'invitaient à manger chez elle et tout, et ça c'est quelque chose qui est vraiment normal chez nous, je veux dire Ouais, pas chez nous. enfin, pour nous, c'est vraiment normal, quoi. Je veux dire, on t'invite à prendre le thé, discuter. Les gens sont vraiment extrêmement chaleureux et ça, c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Ouais, j'imagine. Ça fait du bien, un peu de chaleur. Ça marche. Et est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un peu de la place qu'occupe la religion dans le pays, ou si c'est un sujet que je préfère éviter, on peut aussi l'éviter, mais La religion est omniprésente. Enfin, c'est vraiment, c'est difficile de pas vivre avec la religion, je dirais, parce que déjà les textes, de loi sont basés sur la religion. Religion musulmane, donc c'est un pays qui est majoritairement musulman, mais c'est aussi il y a une grande communauté juive et chrétienne. Donc ça c'est vraiment c'est pour ça que je disais que c'était très cosmopolite et donc la religion est forcément présente comme dans tous les pays arabes en fait. Donc et malheureusement il y a des choses qui sont encore basées sur la religion, comme il y avait eu ça en particulier l'année dernière, il y a eu des manifestations par rapport à l'égalité dans l'héritage, c'est-à-dire que en gros les hommes toucheraient plus que leurs sœurs
par rapport à l'héritage juste parce que c'est des hommes. Voilà. Donc, cool, on adore. par exemple, là, en ce moment même, c'est Ramadan. Donc, voilà. Et je sais que c'est encore très mal vu, même si ça commence à bouger et à changer un peu. C'est encore très mal vu de manger dans la rue, quoi, même si on ne fait pas Ramadan. Et on pourrait en parler après, mais par exemple, pour les femmes menstruées, la religion dit que du coup, on jeûne pas, on fait pas Ramadan. Et du coup, même si t'es obligé de pas jeûner, j'ai envie de dire, parce que t'as tes règles, et tu peux pas manger dans la rue non plus, ni boire de l'eau, ni rien du tout, quoi. Donc, même chez toi, il faut être caché par rapport aux autres gens de ta famille et tout. Donc ouais, la religion, en fait, elle est présente partout, quoi. Voilà. Ok. Et j'avais lu que, comme tu disais, c'est hyper cosmopolite et il y a du coup plusieurs religions qui cohabitent. Enfin, je veux dire, ça se passe, enfin, de ton ressenti à toi, ça se passe plutôt bien ou, enfin, les différentes religions se tolèrent, s'acceptent, se respectent ou est-ce que c'est plutôt un peu conflictuel? Je dirais que ça se passe bien. Enfin, moi, j'ai jamais eu j'ai jamais vu on va dire, de faits divers ou quoi, en mode quelqu'un est attaqué à cause de sa religion ou quoi que ce soit. Moi, je sais que vraiment en Tunisie, surtout dans les années 70-80, en fait, il y avait vraiment une grande communauté juive dans un quartier qui s'appelle La Goulette en Tunisie. D'ailleurs, il y a un film là-dessus, Un été à La Goulette. Et en fait, ce film parle vraiment des années, je sais plus, c'était 70 ou 80. Et vraiment, il y avait 3 jeunes filles, une chrétienne, une musulmane, une juive. Et en fait, bon, l'histoire du film, c'est qu'en fait, elles se mettent d'accord les 3 pour perdre leur virginité le même soir. Donc voilà. Mais du coup, ce film, il est vraiment très représentatif de ces années-là en Tunisie. Enfin, ça l'est encore, hein, bien sûr. Et je sais que c'est quelque chose de, voilà. Enfin, la religion musulmane est présente, mais elle n'envahit pas, je pense, les autres religions parce qu'il y a quand même des églises, il y a quand même des synagogues. En particulier à l'île de Djerba, il y a une des plus grandes synagogues là-bas. Donc voilà, pour moi, je pense que ils arrivent à trouver chacun leur place dans ce pays-là, quoi. Ok, c'est cool. C'est rare partout comme ça. Ça marche. Et dernière question un peu générale, du coup, tu as commencé un petit peu à en parler, notamment sur la question de l'héritage, mais comment est-ce que tu décrirais ou parlerais de l'égalité homme-femme dans ton pays? Alors, je pense qu'il y a du travail, comme dans tous les pays au final, hein. Je veux dire, même ici en France, Ah oui, il y a du travail. clairement. Chez nous, je pense qu'il y a encore plus de travail, mais en fait, je pense que ça dépend les domaines. Déjà, si on parle de l'égalité au niveau du salaire, ça dépend les domaines. Je sais que c'est un sujet dont j'avais parlé avec ma mère récemment, ma mère qui travaille aux urgences, qui est biologiste, et elle me disait, moi, je suis payée la même chose que les hommes. J'ai jamais vécu vraiment d'inégalité par rapport à ça, mais je sais que c'était pas du tout le cas pour les autres femmes, en fait, parce qu'au final, les postes à responsabilité sont dominés par les hommes. Donc, forcément, ce qui fait qu'il y a un écart de salaire, en fait. Donc, voilà. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, en fait, tous les étés, depuis que je suis née, je reviens en Tunisie pour voir ma famille. Et je sais que le harcèlement de rue, c'est quelque chose qui est, mais, enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, vraiment, moi, je me rappelle, dès mes 11 ou 12 ans, je me faisais déjà siffler dans la rue et tout. Et ma famille qui me disait non, porte pas de short, porte pas ci, porte pas ça, parce qu'on va te regarder, etc. Alors que j'avais quoi, 11 ou 12 ans, quoi. Donc j'étais encore assez jeune, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a on met la responsabilité sur les femmes pour pas qu'elles s'habillent comme ça, pour pas que les hommes les regardent, en fait. Donc on ne dit pas aux hommes, écoute, une femme, elle s'habille comme elle veut, il fait chaud, enfin l'été, il fait 40 degrés, donc voilà, on n'a pas toujours envie d'être en jean ou quoi. Juste, voilà, fais pas ton lourd et c'est tout, quoi. Donc, je sais que le harcèlement de rue, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué, en fait, parce que, voilà, c'est présent partout, mais en tout cas, moi, je l'ai plus vécu en Tunisie. Et du coup, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres sujets par rapport à l'égalité homme-femme, mais
Je sais pas, Voilà. par exemple, dans dans les couples ou dans les foyers, est-ce que la plupart des femmes vont avoir le droit de travailler, vont travailler ou Alors, on est un peu sur un ancien modèle, on va dire. en fait, ça dépend, j'ai envie de dire, de la catégorie sociale où tu es. Parce que j'ai l'impression que, en fait, la mentalité tunisienne, et c'est vraiment un truc assez particulier, c'est-à-dire que je pense que il y a encore cette espèce de vieille école en mode, il y a encore dans plein de villes, enfin, quand je dis ville, c'est-à-dire en fait, il y a Tunis et après, tu as les villes aux alentours. Et malheureusement, je pense que comme dans tous les pays du monde, au final, les gens riches se retrouvent souvent dans la capitale et les autres sont un peu aux alentours, quoi. Donc, ça dépend des catégories sociales. Mais je pense que plus t'es pauvre, entre guillemets, plus la mentalité va suivre avec. Donc, dans le sens où les femmes, en fait, elles dépendent de leur mari. Je sais que ça se fait encore, tout ce qui est mariage arrangé entre familles. Okay. Ça se fait beaucoup encore. Hein. Ça, c'est, voilà. Les mariages arrangés, alors que la fille, en général, elle est encore mineure. On lui a pas trop demandé son avis, d'ailleurs, mais bon. Du coup, il y a encore les violences au sein du couple, mais ça c'est pas nouveau, hein, ça existe partout malheureusement encore, mais voilà. Enfin, en fait, là j'ai vraiment des flashbacks qui me reviennent par rapport à des choses que j'ai pas vécues, mais que j'ai vues à travers mes amis qui sont là-bas, et je me dis même en fait, si t'es riche ou quoi. Je sais, moi, je connaissais quelqu'un qui m'est assez proche qui a vécu une relation toxique pendant 10 ans et c'était vraiment choquant, quoi. Surtout que la personne avait mon âge, donc avoir une relation pendant 10 ans alors que t'as même pas 22 ans, voilà. Ouais, c'est ça. Ça a commencé à quel âge? Voilà. Donc, non, mais je sais que voilà. En fait, il y a tellement de choses à aborder par rapport à ça que la sexualité, par exemple, en Tunisie, c'est très tabou, quoi. Enfin, on n'en parle pas, on n'a pas d'éducation sexuelle. Enfin, on a zéro éducation sexuelle. T'es au courant de rien, t'es pas au courant de ce que c'est les règles, enfin, tout ça, enfin, t'es pas au courant de ce que c'est avoir des relations sexuelles, comment se protéger et tout, ça n'existe pas, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un lycée français, du coup, j'ai pu avoir un cours là-dessus quand j'étais en première, donc j'avais 16-17 ans. Mais je sais que dans les lycées tunisiens, ça n'existe pas quasiment. Donc voilà. Ok. Ça marche. Du coup, ça fait une belle transition. Tu parlais des règles. Je comptais pas forcément commencer par cette question, mais pourquoi pas. Du coup, les règles, alors, toi, au lycée français, t'as eu un cours ou au moins des explications sur ce que c'était que les règles, le cycle menstruel, etc. Ou tu l'as plus un peu découvert, ou c'est ta maman qui te l'a expliqué? Du coup, moi, j'avais eu un cours vraiment très scientifique en 4e, 3e. Donc, j'étais en Espagne encore à ce moment-là au lycée français. Et tu vois, c'était très scientifique. Pas pratique. Voilà, très pratique. L'utérus, l'endomètre, machin. Ce genre de trucs, franchement, tu les oublies, quoi. Et puis, tu comprends pas vraiment. Enfin, c'est très loin de la réalité. Enfin, d'accord, ok, il y a le cycle, machin, 28 jours et tout, mais en vrai, c'est pas du tout comme ça, quoi. On nous parle pas des douleurs, on nous parle pas de toutes les protections qui existent. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses dont on parle pas. Et moi, du coup, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, j'en avais jamais entendu parler. J'ai eu mes règles assez tôt, en fait, à 9 ans et demi. Okay, ouais. J'étais en CM2, fin CM2. Et après tôt, ça veut rien dire. Hein. Il y a des filles qui l'ont plus tôt encore. Mais, ouais, mais c'est vrai que dans la moyenne, on va dire que c'est un peu plus jeune que la moyenne, quoi. Que les autres. Ouais. Et la première fois, du coup, que j'en avais entendu parler, mais vaguement, c'était l'été avant d'avoir mes règles. J'étais allée en Tunisie pendant les vacances et la mère de ma meilleure amie d'enfance m'en avait parlé. Et du coup, elle était très étonnée que je sache pas ce que c'est. En fait, elle m'a dit, mais ta mère t'en a jamais parlé? Je lui dis non. Donc, j'avais 8 ans et demi, quoi. Et du coup, je pense que ma mère a dû m'expliquer vite fait, mais j'avais oublié, quoi. Donc, un an après, 9 ans et demi, je les ai.
Mais là, un gros choc parce que tu sais pas, la première fois que tu as tes règles, tu sais pas ce qui t'arrive, tu as l'impression que tu vas mourir, tu as des douleurs, tu connais pas cette douleur en fait, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu connais, tu sais quand est-ce que tu vas avoir tes règles avec ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, donc à peu près les douleurs que tu as, les symptômes et tout. La première fois que tu les as, tu as l'impression que vraiment tu vas mourir. Et du coup, voilà, je suis allée voir ma mère, je les avais eu un soir en pleine nuit et tout, et elle n'avait pas une réaction normale, en fait, suite à quelqu'un qui a du sang et tout. Elle m'a dit « Ah, ça, t'inquiète, c'est normal. » Mais non, je suis en train de saigner en bas, c'est pas normal. Et donc, elle m'a même pas expliqué plus, tu vois, elle m'a juste donné une serviette, elle m'a dit « Vas-y, mets ça. Est-ce que ça va tenir, tout ça ?» je sais pas, j'avais trop de questions, quoi, mais bon. Donc voilà, mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la deuxième fois que je les ai eus, donc le cycle d'après. C'était mon dernier jour d'école en CM2, et donc je me suis dit vas-y, je vais me faire belle et tout, je vais mettre un short blanc. Oh non. Et donc j'étais à Madrid à ce moment-là, pareil au lycée français, et c'était l'été en plus, il faisait méga chaud, et je sens que pendant tout le cours j'étais je sais pas si c'était de la transpiration ou quoi, mais finalement c'était le sang des règles. Et donc là, la sonnerie sonne, je me lève de ma chaise, et donc là, je vois du sang sur la chaise. Et j'ai remis un short blanc. Donc, grosse panique, quoi. Et puis, vu qu'aucune de mes camarades n'avait ces règles, en tout cas, je ne les savais pas, quoi. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, ça m'a vraiment, j'étais méga gênée, je savais pas quoi faire. J'avais appelé ma mère et tout pour lui dire qu'est-ce que je fais et tout. Je pense qu'on m'avait donné genre un gilet et tout pour le mettre autour de la taille cachée, quoi. Mais franchement, la honte, quoi. La honte, oui et non, la honte parce qu'on n'en parle pas. Quand t'as 9 ans. Oui. Voilà, clairement. Bah, rien qu'au lycée, là, mes souvenirs de tâches, c'est encore la honte, alors que bon, putain, on n'y peut rien. Mais c'est vrai que, ouais, pour une deuxième expérience de règles, c'est un côté un peu traumatisant, quoi. C'est ça. Ok. Et les premières règles, c'est vu comment en Tunisie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on célèbre ou est-ce que c'est juste it happens et voilà? En fait, il n'y a pas vraiment de célébration en tant que telle, mais on te dit en gros Mabrouk, c'est félicitations, t'es devenue une femme et tout, comme si c'était voilà quoi. Et sinon, ouais non, en fait moi la majorité de mes amis ou de mes cousines et quoi, ils n'ont jamais entendu parler des règles avant de les avoir. Dans ma famille aussi, mes cousines les ont eu très tôt, comme moi, donc je sais pas si c'est un truc de famille ou quoi. Ouais. Mais je sais qu'elles en avaient jamais entendu parler avant. Et voilà. Pour moi, c'est problématique en fait de pas être au courant avant parce que tu te dis, je sais pas dans quel état, tu vois la gamine de 9 ans qui a ses règles pour la première fois qui est pas au courant. Moi, je l'ai vécu et franchement, j'aurais aimé savoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses que j'ai appris aussi récemment quand je suis arrivée en France. Voilà, je veux dire, on peut en parler après, des protections alternatives et tout. Tout ça n'existe pas là-bas. Donc voilà. Ok. Et du coup, comment t'as fait après c'est un sujet dont qui est tabou ou dont tu peux parler, genre par exemple avec ta mère ou d'autres personnes pour avoir justement des réponses à ces questions que tu devais te poser et que tu t'es posé encore après? Avec ma mère, c'était pas tabou. Je veux dire, on en parlait normalement. Quand j'avais mère et que j'avais mal, je lui disais, elle m'achetait mes protections et tout. Avec mon père, c'était pas tabou, mais parce qu'il est assez ouvert d'esprit et tout, mais je vais pas de moi-même aller le voir et lui dire j'ai mes règles aujourd'hui, tu vois, donc il voit que je suis mal, si j'ai besoin qu'il aille me chercher des protections, il ira sans problème. Franchement, ça je sais que par rapport à d'autres pères qui ont vraiment honte, alors que c'est quand même ta fille, je veux dire, ça va quoi, c'est des serviettes, c'est pas non plus. Tu dois s'en remettre. Ça va.
Donc voilà. Et sinon, dans ma famille en général, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, jamais je pense que je suis allée voir mes oncles ou mes cousins et je leur ai dit ouais, je suis vraiment mal parce que j'ai mes règles. Non, pas du tout. Vraiment, on n'en parle pas du tout, à part entre femmes, entre cousines, avec ma tante peut-être, juste pour dire que voilà, j'ai mes règles, j'ai mal, je suis pas bien. Mais sinon, on n'en parle pas du tout et même en général dans le pays, je pense que c'est un sujet, ouais, c'est tabou, c'est tabou, c'est sûr. C'est pas quelque chose, c'est pas un sujet de discussion, je pense, entre les gens. C'est vraiment en mode elle est malade, elle a mal au ventre. Enfin, déjà, on dit même pas qu'on a nos règles, on dit j'ai mal au ventre ou je suis malade. Ok, d'accord. Est-ce que j'allais dire s'il y a des expressions ou des façons de dire qu'on a nos règles c'est juste j'ai mal au ventre, faut que je prenne un médicament. Enfin, en général, quand tu dis j'ai mal au ventre, c'est que c'est tes règles, à part sans développer derrière. Donc, à part c'est vraiment t'as mal au ventre, rien à voir avec tes règles, là tu vas dire parce que je sais pas quoi, j'ai mangé un mauvais truc ou quoi. Mais sinon, on dit j'ai mal au ventre, les gens ils comprennent, c'est bon. Ouais, si tu t'arrêtes là, c'est c'est les ragnagnas en France, quoi, qu'on susurre. Ok. Du coup, ta mère, elle t'a parlé des serviettes. Enfin, c'est ça ce que tu disais. Elle t'a donné une serviette. Ensuite, est-ce qu'elle t'a parlé de d'autres, enfin, ta mère ou d'autres personnes de ton entourage, en fait, t'en parlais de d'autres types de protection périodique ou il y a que les serviettes qui existent. Ouais. Alors, il faut savoir que, du coup, je l'ai appris récemment que c'est pas juste en Tunisie, mais c'est dans plusieurs pays en Afrique et je pense ailleurs aussi. La grande majorité des femmes utilisent des serviettes. Les tampons, c'est vraiment, déjà les tampons sont censés être réservés pour les femmes mariées, parce qu'il y a encore ce mythe où, en gros, le tampon te fait perdre ta virginité. Donc en fait, on va jamais te parler de tampons à part si t'es mariée ou quoi. Donc à 9 ans, on t'en parle pas. Pas du tout. Moi, pas du tout. Enfin, je les voyais dans les publicités ou quoi, mais sinon, pas. Donc c'est quand même quelque chose qui est visible dans les publicités. Il y a des publicités sur les protections. Non, quand j'étais en Espagne. Ah oui, d'accord, ok. Déjà en Tunisie, je sais même pas s'il y a des pubs sur les serviettes. Je me rappelle plus. Enfin, okay. Je pense même pas, mais non, en fait, les tampons s'achètent en pharmacie et dans les grands supermarchés, genre les grands carrefours et tout, voilà. Et voilà. En fait, nous, en Tunisie, on a des petites épiceries dans les quartiers parce qu'on n'a pas des grands supermarchés à tous les coins de rue, même si il y en a, mais voilà. Et dans les petites épiceries, on trouve un peu les trucs qu'on utilise tous les jours. Voilà. Et il y a entre autres des serviettes. Et du coup, je voulais en parler, c'est assez drôle, ça, c'est que quand tu vas acheter des serviettes là-bas, tu ne dis pas bonjour, je veux des serviettes hygiéniques. Tu montres le paquet, en général, il est en haut, caché, quoi. Tu dis, ouais, je veux un paquet juste là. Donc le mec, il comprend, mais ça crée une atmosphère ultra, gêné, quoi. Le mec il est gêné, toi t'es gêné, tout le monde est gêné. Et en général, moi ce que je faisais, c'est que si je voyais qu'il y avait la queue devant l'épicerie, j'attendais que tout le monde parte pour aller voir le mec. C'est n'importe quoi. Et en gros, il te donne pas le paquet directement, il te le met dans un journal. Il le met dans un sac en plastique noir. Et ouais. genre, il te passe, et il te le passe derrière le comptoir et tout. Comme ça. Même pour de la drogue, on ferait pas autant attention, quoi. Et je sais que ça a été le cas pour tout le monde parce que j'en parlais récemment avec mes amis et tout. Et c'est vraiment un truc. Je sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui, franchement, jusqu'en 2021, mais en tout cas, il y a 4 ans, c'était encore le cas. Et bien sûr, ils vendent pas de tampons parce que c'est pour les femmes mariées. Voilà. Et si tu vas acheter des tampons, effectivement, à la pharmacie, la dame, elle peut même regarder ta main pour voir si tu as une alliance, voir si tu es avec tes enfants, ça passe. Te demander même si tu es marié, en mode, tu sais, c'est pas censé être pour toi. Voilà, c'est. Je pense que, ouais, non, il y a très peu de gens, je pense, qui utilisent des. Voilà. C'est marrant, entre guillemets. Ça marche. Est-ce qu'il y a des croyances particulières liées aux règles en Tunisie? Typiquement, si t'as tes règles, tu peux pas faire la cuisine. J'en sais rien, des exemples un peu comme ça.
Bah déjà, par rapport à la religion, donc on peut pas prier. Si tu es pratiquante, tu peux pas prier quand tu as tes règles, parce que du coup, tu es considéré en état d'impureté, en fait, tu es considéré comme impur, sale, voilà. Et donc, tu peux pas faire le ramadan non plus. Donc tu peux pas jeûner et tu n'es pas censé avoir de relations sexuelles avec ton conjoint quand tu as tes règles. Voilà, donc ça c'est ce qui est écrit, enfin c'est ce qui est dit quoi. Et sinon voilà après je pense moi j'avais entendu un truc, enfin ma mère elle me disait faut pas se laver les cheveux parce qu'en gros je sais pas, tes cheveux ils vont devenir bizarres et tout. Donc pendant longtemps le premier jour de mes règles je me lavais pas les cheveux quoi parce que les cheveux ils vont devenir bizarres et tout. Enfin, je sais même pas pourquoi, enfin ce que c'est. Ah mais il y a d'autres pays où il y a d'autres pays où il y a cette croyance-là sur se laver les cheveux ou même se laver tout court. Enfin, tu dis c'est autant se laver les cheveux, bon ok, t'as les cheveux gras, mais genre juste se laver tout court dans une période où on a nos règles, enfin c'est juste pas possible. On a besoin d'hygiène quoi. Je sais pas si c'est en Tunisie ou pas, mais en tout cas, je sais que c'est aussi, je pense, pas recommandé de faire des bains, quoi. Prendre un bain quand t'as tes règles, parce que je sais pas. Je sais même plus. Enfin, j'avais entendu ça, c'est un autre pays arabe, je pense que c'était. Je sais plus c'était quel pays, mais en gros, ça disait que ça te rendait stérile. Parce que le sang va rentrer jusqu'à ton cerveau, je sais pas quoi, enfin bref. Ouais. Ça va loin. Ça va très loin, ouais. Ok, tu penses à d'autres exemples comme ça? Enfin, c'est déjà pas mal, hein, mais. Ouais. Non, mais après, ouais, enfin, je pense que c'est comme en France, quand quelqu'un a une mauvaise humeur ou quoi, c'est en mode t'as tes règles, elle est énervée, je sais pas quoi, voilà. Ça a l'air assez universel comme sujet, ouais. Et du coup, tu disais de tes 16 à 18 ans, tu as habité en Tunisie, mais tu étais en lycée français, c'est ça? C'est ça. Donc, bon, peut-être bon après pour toi, peut-être si tu avais des amis du coup qui n'étaient pas en lycée français, voir s'il y avait des différences, mais d'un point de vue, on va dire accessibilité aux toilettes, etc. Comment est-ce que tu décrirais la propreté des toilettes? Est-ce que ça a incité à aller changer ses protections toutes les 4-5 heures comme il le faudrait, ou on est plutôt tendance à vouloir rester pendant 8 heures avec la même protection parce qu'on n'ose pas mettre un orteil dedans? Du coup, moi, j'ai eu la chance, on va dire, d'être dans un lycée français, donc c'est quand même quelque chose réservé. Je dirais pas l'élite, c'est un grand mot, mais en gros, ouais, il faut avoir de l'argent, quoi, parce que ça coûte très très cher les lycées français à l'étranger. Donc forcément, je pense que l'hygiène, ça allait quand même. Je n'oserais pas dire que c'était dégueulasse. Mais du coup, là, quand j'y pense, en fait, la différence par rapport à quand j'étais en Espagne, donc à Madrid, c'est qu'à Madrid, tu avais au lycée français, à l'infirmerie, tu avais accès à des serviettes et à des tampons qui étaient vraiment mis genre sur le côté. En gros, tu rentres, tu dis juste, je vais prendre une serviette, tu vas te servir. Et il y avait même des toilettes à côté. Tu vas mettre ta serviette et tout. Et c'était gratuit. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Donc ça, je trouvais ça mais super bien. Et alors que je pense que je n'osais quasiment jamais le faire. Je pense que j'ai dû le faire une ou deux fois parce que, bah ouais, en fait, même si c'est accessible vraiment et que c'est gratuit, j'avais comme cette honte en fait d'aller chercher des serviettes et tout. Donc je ramenais la mienne quoi quand je pouvais. Si je les ai en plein milieu d'un cours ou quoi. Et bon, en Tunisie, je pense qu'il n'y avait pas ça. À part vraiment si je pense que tu vas le demander, je pense qu'on te donnera une serviette à l'infirmerie, mais il n'y avait pas, je veux dire, accessible pour tout le monde comme ça a été en Espagne. Et sinon, voilà. Et on a eu un cours, voilà, mais ça c'est plus lié à la sexualité en général. On a eu un cours avec l'infirmière du lycée qui nous expliquait comment se protéger et tout. Mais je veux dire, quand j'ai vu les autres filles de la classe à côté poser plein de questions, mais des questions que j'ai envie de dire, toi et moi, on savait depuis longtemps, je me disais, waouh, franchement, vraiment, elles ont eu aucune éducation sexuelle. Enfin, moi non plus d'ailleurs, hein, j'en ai pas eu, mais avec Internet, voilà, tu apprends plein de choses et je me dis là-bas, ouais, non, il y avait un petit retard quand même. À ce niveau-là. Ok. Et
du coup, j'ai un peu zappé cette question, mais les protections périodiques, elles coûtent cher en Tunisie ou pas? Enfin, c'est considéré comme un peu un produit de luxe ou est-ce que ça reste quand même abordable, on va dire? Alors, si on fait la conversion en euros, c'est la même chose, c'est à peu près 2-3 euros le paquet de serviettes. Le paquet de tampons est plus cher, mais vu que personne n'en achète quasiment, voilà. Mais après, je sais que, bon, c'est, ouais, je pense 3-4 dinars le paquet de serviettes, c'est accessible, je dirais. Mais si vraiment tu es en grande précarité, je sais qu'il y a plein de régions, surtout les régions rurales en Tunisie, il y a beaucoup de filles qui n'ont pas accès facilement à ces protections-là. Et je sais que ça leur arrive d'utiliser du papier toilette, ce qu'on appelle des protections de fortune, des papiers de journaux. Voilà, il y avait même des bouts de matelas, en fait, limite, avec du coton et tout. Donc voilà. Donc c'est pas accessible pour tout le monde. Ouais. Ok. Et est-ce que du coup, il y a des associations qui luttent contre la précarité menstruelle ou qui vont aider du coup ces personnes que tu décrivais vivant dans la grande précarité? Alors, je sais qu'il y a des actions qui ont été faites, mais vraiment de manière très ponctuelle. Je n'ai pas réussi, en tout cas de mon côté, à trouver vraiment une association qui fait que ça, en fait, qui lutte vraiment contre la précarité menstruelle. Je sais qu'il y a une association en Tunisie qui lutte contre la pauvreté, enfin l'accès à l'éducation pour tous, ça s'appelle Voilà Weekend. Et je sais qu'il y a quelques années, ils avaient fait une action, ils sont allés vraiment dans ces zones-là pour faire ils avaient fait des collectes et distribuer des protections. Mais voilà, ça s'est fait vraiment de manière ponctuelle, enfin genre une fois ou deux, je pense, et c'est tout quoi. Donc non, il y a rien, enfin de ce que je sais, il y a rien qui est mis en place pour lutter contre ça, comme ça peut l'être en France bientôt, par exemple la gratuité pour les étudiants à partir de septembre. Non, nous, on est loin, je pense. Enfin, vu que c'est un sujet très tabou, pour que ça arrive sur la table de ceux qui prennent les décisions, qui sont généralement des hommes, je pense que... Encore un peu de chemin. Non. Ok. Et c'est quoi la place du féminisme en Tunisie? Alors, c'est une bonne question. Le féminisme, alors je pense que ça se développe. Non. Ça commence à... C'est apparu déjà avec les Femen, je sais plus, c'était en 2012. Je pense qu'il y avait une Femen qui a été emprisonnée en Tunisie et il y en a une qui est tunisienne qui s'appelle Amina, qui est assez connue en Tunisie. Elle avait fait ses débuts après la Révolution. Et au début, c'était mais vraiment de la provocation, vue par les hommes en général en Tunisie. Le fait qu'une femme se mette à nu comme ça, écrive des messages en arabe sur son corps, c'était mais vraiment le top du tabou et de la provocation, quoi. Donc voilà, je sais qu'elle a été emprisonnée et tout. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui sont nés, et notamment après MeToo, il y a un mouvement en Tunisie qui s'appelle Enazeda, ça veut dire moi aussi en arabe. Et donc, c'est une page sur Facebook où il y a, je sais plus combien de milliers de personnes dessus, et tous les jours, enfin moi j'y suis, tous les jours, il y a plein de femmes et d'hommes qui racontent, qui témoignent en fait des expériences qu'ils ont eues qui sont traumatisantes, les agressions qu'ils ont eues. Enfin voilà, c'est en fait là, on sent que la parole elle se libère enfin et que les gens ils osent en parler enfin. Donc ça c'est grâce à des mouvements comme MeToo en fait. Je pense que ça a été le cas dans plein de pays dans le monde. Et voilà, je sens que là il y a vraiment plus de collectifs qui sont en train de naître. Et voilà. Et en fait, il y a une association qui s'est créée en 1979, qui s'appelle l'Association tunisienne des femmes démocrates. Donc, c'est une des premières associations gérées par des femmes, on va dire, et qui défend justement les droits des femmes et la liberté des femmes en Tunisie. Et je sais qu'ils ont beaucoup souffert à l'époque de Ben Ali parce que en fait ils avaient interdiction d'exercer leurs droits et de même se réunir en fait.
faire leurs activités. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui se développe beaucoup après la Révolution et les femmes vraiment essayent de trouver leur place et je pense que c'est en train de vraiment s'améliorer. Ouais. C'est plutôt bien, c'est positif. Ok, ça marche. Et pour finir, du coup, à la base, je l'ai pas dit dans l'intro, mais c'est toi qui nous avais contacté pour pour nous interviewer sur l'association. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet et surtout, en fait, comment t'en es arrivé à vouloir faire un documentaire sur ça? D'accord. Du coup, pour mon projet de fin d'études en journalisme, j'ai choisi de travailler sur les menstruations et en fait, c'est un sujet. Je me suis rendu compte déjà en m'intéressant à ce sujet parce que je m'étais jamais vraiment, j'ai jamais fait de travail là-dessus approfondi ni interviewé des gens par rapport à ça. Je me suis rendu compte déjà qu'il y avait tellement de sous-sujets, sous-thèmes en fait à traiter. Donc en fait, moi j'ai choisi de faire en 4 volets, on va dire. D'expliquer déjà ce que c'est les règles, ce qu'est un cycle menstruel, essayer de vulgariser ça pour que ça soit pas vraiment dit de manière un peu monotone et scientifique et un peu chiante entre guillemets en fait. Donc j'essaie vraiment de vulgariser ça et de faire que ce soit vraiment compréhensible pour tout le monde. Et je parle aussi donc deuxième volet sur le tabou des règles dans le monde. Donc là, il y a le témoignage de plusieurs femmes et quelques hommes qui viennent de pays différents, qui me parlent de comment ils ont vécu les règles, c'est quoi les croyances, les traditions qui se font, etc. La troisième partie, c'est sur l'accès aux protections hygiéniques, donc en particulier en France. Et donc là, donc je parle de la précarité menstruelle, qu'est-ce que c'est ? C'est pour ça que je vous avais interviewé, vous et une autre association qui s'appelle Menstruaction. Et la dernière partie, c'est sur les maladies liées aux règles, donc les troubles menstruels, donc l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, l'aménorrhée, tout ça. Et donc là, j'ai interviewé un auteur et un médecin qui s'appelle Martin Winkler, donc qui écrit des livres sur les menstruations. Et donc voilà. Enfin, en fait, j'ai appris beaucoup de choses que je savais pas déjà sur d'autres pays, comme en Inde par exemple. Enfin, moi, je suis allée en Inde et quand j'ai appris ces choses-là sur la menstruation, ça m'a pas choquée en fait, parce que juste en Inde, démographiquement parlant, je pense que déjà il y a plus d'hommes que de femmes. Et moi, ce qui m'avait choquée quand je suis allée, c'est qu'il y avait quasiment pas de femmes en fait dans la rue. Enfin, ça m'avait un peu choquée ça. Et le fait que ce soit un sujet mais tellement tabou que enfin, voilà, la précarité, je pense que ça touche vraiment toutes les femmes là-bas et c'est vraiment très très grave. Donc, voilà. Ok. Et du coup, juste comment le sujet était tombé dessus un peu par hasard. Enfin, les menstruations, c'est tellement tabou et en France, ça commence à prendre un peu plus de place dans les débats publics. Mais comment est-ce que ça se fait que toi, t'as été un peu titillée par ce sujet et que t'as eu envie du coup de creuser? Bah, en fait, je cherchais des idées de sujets. Voilà. Enfin, je fais souvent des sujets par rapport aux femmes, au féminisme et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui n'a pas trop été traité. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire sur les règles, les menstruations. Et je me suis rendu compte, donc, en allant sur Internet, qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux là-dessus, enfin, de travaux, de projets là-dessus, comparé à d'autres sujets comme, par exemple, l'IVG ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait 1, 2, 3 documentaires là-dessus. Voilà, il y a quelques livres là-dessus, rien du tout. Et surtout que dans l'information que j'ai trouvée sur Internet, ça parlait pas de ce que moi j'ai pu vivre, par exemple en Tunisie, ou ce que mes amis qui sont d'autres pays ont pu vivre aussi. Et du coup, je voulais vraiment trouver un sujet pour pouvoir parler de comment on vit ces règles au Tchad, par exemple, en Chine, en Inde, voilà, concrètement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Ok, c'est cool. On a hâte de voir le documentaire du coup. Moi aussi, j'ai hâte. Tu m'étonnes.
Est-ce qu'il y a peut-être un dernier truc dont tu voudrais parler ou que tu aurais en tête avant qu'on termine? Moi, j'ai plus d'autres questions, mais peut-être que toi, il y a des choses qui qui te sont venues là et que tu voudrais partager. Je pense que je sais pas trop. Je pense par exemple aux protections hygiéniques alternatives qui sont vraiment, que j'ai découvert moi en France quand je suis arrivée, donc les cups, les culottes menstruelles, etc. Je pense que ce genre de choses, ça serait intéressant de les développer dans d'autres pays comme en Tunisie par exemple, parce que je pense que la cup, ça serait la même problématique du coup que le tampon. Du coup, ils vont assimiler ça à la même chose en fait, du coup, ça te faire perdre la virginité, etc. Et voilà. Donc, mais je pense que par exemple les culottes menstruelles, ça serait vraiment quelque chose de bien parce que au final les protections hygiéniques c'est ultra, déjà d'un point de vue écologique, c'est des déchets à un point. Enfin, si on compte le nombre de protections qu'on utilise, qu'utilise chaque femme pendant son cycle, si on divise ça sur le nombre d'années, enfin, nombre de femmes, enfin, c'est incroyable, quoi. Donc voilà. Et puis même avant de penser, d'un point de vue écologique, on pense à ce que nous on met en fait au contact de notre corps. Les protections, je veux dire, il y a du glyphosate dedans. Enfin, au bout d'un moment, si on fout un herbicide dans ta protection que tu utilises 3 à 5 jours par mois, c'est grave quand même. Donc voilà, et je pense que du coup, plus du côté des marques, faudrait qu'ils fassent un effort déjà de transparence là-dessus et surtout de baisser quand même, voire enlever carrément. Changer leur process, quoi. Ouais. Voilà, enlever carrément tous les produits. C'est pas trop demander, quand même. Je pense que ça paraît être une demande assez légitime quand même qu'on a en fait, mais bon. Ok. Bon, ça roule. Merci beaucoup. C'était chouette. Beaucoup et voilà. Et on repartagera ton documentaire dès qu'il sera sorti. Yes. Avec grand plaisir. Super, merci. Merci.